Alors moi, je m'appelle Nicolas Laporte, je suis astrophysicien et je travaille au Kavli Institute for Cosmology à l'université de Cambridge. Quel a été votre parcours d'étudiant? Alors, pour faire astrophysicien, on dit souvent qu'il y a deux voies. Il y a la voie royale, qui est celle des écoles d'ingénieurs, donc la classe prépa, les écoles d'ingénieurs et après le doctorat. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait la fac, donc j'ai eu mon bac. Après, je suis parti en licence de physique-chimie à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, qui s'appelle maintenant l'université d'Auvergne. Ensuite, j'ai fait un master d'astrophysique et de physique corpusculaire à l'université de Bordeaux et une thèse à l'université de Toulouse. Alors, quel a été votre parcours professionnel? Alors, après la thèse, je suis parti en postdoc, c'est les CDD de recherche qui existent dans le milieu de la recherche. Donc, un an aux Canaries, parce que c'est là où il y a le plus grand télescope optique du monde, sur l'île de La Palma, puis 2 ans au Chili, pour les mêmes raisons, hein, pour travailler sur les grands télescopes européens dans le désert d'Atacama. Et ensuite, je suis revenu à Londres, je suis revenu, pardon, en Europe, d'abord à Londres, à l'UCL, et depuis 2019, à l'Université de Cambridge. Alors, quels sont vos domaines de recherche? Alors, mon domaine de recherche particulier, c'est l'étude du premier milliard d'années de l'univers et plus précisément la recherche de l'aube cosmique, c'est-à-dire ce moment dans l'histoire de l'univers où les galaxies, les étoiles ont commencé à produire de la lumière. Donc, on est, si on s'accorde avec les modèles cosmologiques, autour de 300, 400 millions d'années après le Big Bang. Et mon objectif à moi, c'est de comprendre les propriétés physiques de ces premières étoiles, de ces premières galaxies, de comprendre comment tout ça s'est formé au tout début de l'univers et puis comment tout ça a évolué quand on part de galaxies très petites qui forment beaucoup d'étoiles pour arriver à des galaxies comme la Voie lactée, qui est notre galaxie aujourd'hui. Avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur votre carrière d'excellence dans le domaine de l'astrophysique? Oui, bah, des rencontres, on en a beaucoup. C'est un peu ça l'avantage du monde de la recherche. Dans mon parcours d'étudiant, je dirais que la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est celle d'un enseignant que j'avais en licence première année. Parce que donc, quand j'étais en licence première année, il y avait le plan licence où il fallait que tous les élèves de première année rencontrent un enseignant-chercheur pour discuter orientation. Parce qu'ils s'étaient rendu compte que finalement, les gens allaient à la fac et ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils allaient faire après. Et donc, moi, j'ai rencontré un enseignant qui était un enseignant de physique, de chimie, pardon, Monsieur Capera. Et donc la réunion était assez sympa puisqu'il me dit, bon, alors pourquoi toi, tu es à la fac? Et je lui ai répondu, ben, je suis à la fac parce qu'il paraît qu'il faut que je sois prof. Et là, il me dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre, ça, comme réponse. Et donc, je lui explique que quand j'étais au lycée, j'étais allé voir une conseillère d'orientation. Je lui avais dit que je voulais être astrophysicien parce que ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis gamin. Et la conseillère d'orientation me dit, oulala, mais attends, là, c'est une filière qui est ultra sélective, qui est réservée à une élite, etc. Et puis toi, vu les résultats que tu as, il y a peu de chances que tu arrives à être astrophysicien. Donc, elle me dit, essaye de réfléchir à un autre métier. Et puis, c'est vrai que comme moi, j'aimais bien diffuser les connaissances, je me suis dit, ben, enseignant, ça pourrait me plaire. Donc, j'étais parti dans cette idée de faire enseignant. Et là, ce prof de chimie que j'ai eu lors de l'entretien en première année de fac me dit, mais attends, si ton objectif, c'est d'être astrophysicien, ben, vas-y, donne-toi les moyens, ça c'est sûr, mais fonce. Au pire, tu n'y arriveras pas. Au mieux, bah, tu seras astrophysicien, mais au moins, tu n'auras pas de regrets. Mais il m'a rajouté cette phrase-là qui était très intéressante. Il m'a dit, mais par contre, garde toujours à l'esprit de ne te fermer aucune porte. Toujours avoir un plan B en quelque sorte. Si astrophysicien, ça ne marche pas, essaye de faire autre chose à côté, afin de voir si tu ne pourrais pas faire un métier autre que astrophysicien. Et c'est pour ça que j'ai fait un master, non pas d'astrophysique pure, mais d'astrophysique et de physique nucléaire, dont la première année était une année générale, c'est-à-dire la physique générale, etc. Et la deuxième d'astrophysique et de physique nucléaire, en quelque sorte. Comme ça, si l'astrophysique ne marchait pas, ben, je pouvais aller faire un peu de physique nucléaire. Bon, il se trouve que ça a marché. Donc ça, c'est la première rencontre importante que j'ai eue dans ma carrière d'étudiant. Et après, quand j'ai commencé ma thèse, la deuxième rencontre qui a marqué, on va dire, mon cursus, c'est ma directrice de thèse, Roser Pello, que je ne connaissais pas en fait avant de commencer ma thèse. J'avais que échangé avec elle par email. Et le jour où je l'ai rencontrée, je me rappelle très bien, c'était à l'IRAP, dans les couloirs de l'IRAP, donc à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Et Roser Pello, c'est la spécialiste en France de la recherche des premières galaxies. Donc, je voulais travailler avec elle parce que mon truc à moi, c'était vraiment les galaxies.
et je voulais en découvrir de nouvelles. Donc, quel est le meilleur domaine pour découvrir des galaxies que d'aller les chercher au tout début de l'univers? Et quand je l'ai rencontrée, elle est toute petite. Moi, je suis très grand, hein, je mesure 1,96 m. Et elle n'est pas très grande, mais elle est ultra dynamique. Et toutes les discussions que j'ai eues avec elle, à chaque fois que je parlais avec elle, on parlait de science. Et je voyais que la seule chose qui l'intéressait, c'était de répondre à des questions scientifiques. Et ça m'a beaucoup plu. Elle a probablement été celle qui a fait que j'ai voulu continuer dans ce domaine-là. Et je sais qu'une thèse, c'est vraiment ça, c'est l'alchimie entre l'étudiant et l'encadrant de thèse. Et elle, ça a marché à tous les coups. À chaque fois que je lui demandais de faire des choses en dehors de ma thèse, par exemple, je voulais faire de la diffusion des connaissances au Festival de Florence, elle me disait, ouais, pas de souci, vas-y, fais ça. J'ai fait des observations de service au pic du Midi. Pas pour observer les premières galaxies, parce que le pic du Midi n'observe pas les premières galaxies, mais pour observer le champ magnétique d'étoiles proches. Elle m'a dit, ouais, vas-y, fais-le si ça te plaît, continue. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la rencontre qui m'a marqué. Et puis plus tard, j'ai eu l'occasion de travailler avec Richard Ellis, qui est aussi un cosmologiste connu et très brillant dans son domaine. Et voilà, c'est toujours les gens que je rencontre et qui ont qu'un seul objectif, c'est de répondre à des questions scientifiques sans regarder, sans avoir d'autres pensées, de dire, ah bah tiens, par exemple, je travaille rarement avec des gens qui veulent faire un travail pour démontrer que l'autre groupe avait faux. Ça ne me plaît pas du tout. Mais vraiment, si c'est répondre à une question, et c'était le cas de Roser et de Richard Ellis. Voilà. Alors, pouvez-vous nous présenter l'Université de Cambridge, notamment sa spécificité scientifique liée à la cosmologie et à la physique théorique, dont les élites qui y travaillent sont incontestablement reconnues sur la scène internationale? Alors, l'université de Cambridge, c'est une des plus vieilles universités du monde. Elle a été fondée au XIIIe siècle. Et pour faire court, si vous connaissez Harry Potter, grosso modo, Cambridge, c'est la copie de ce qui se fait dans Harry Potter. C'est plutôt l'inverse, hein. C'est Harry Potter qui a copié Cambridge, évidemment. Donc, les histoires, c'est-à-dire que quand l'étudiant arrive à Cambridge, il doit candidater pour entrer dans une maison d'étudiants, ce qu'on appelle les collèges ici. Bah, c'est comme dans Harry Potter, hein. Vous avez les maisons d'étudiants. Bon, je ne les connais pas, mais il va y avoir Serpentard, Gryffondor, quelque chose comme ça. Donc, nous, on en a 32 collèges, maisons d'étudiants, ce qui fait que les étudiants vont travailler en groupe. C'est vraiment la spécificité de Cambridge. Il y a deux autres universités en Angleterre qui ont ce modèle-là. Il y a Durham et il y a Oxford, évidemment. Et ça, on s'est rendu compte que ça marchait bien parce que quand les étudiants sont en groupe, ils travaillent toujours beaucoup mieux que quand ils sont tout seuls chez eux. Donc voilà, grosso modo, l'Université de Cambridge. On travaille sur plein de domaines, hein. Il n'y a pas que l'astronomie. On travaille sur la biologie, la médecine, puis les sciences politiques, etc. Tout un tas d'autres domaines qui ne sont pas scientifiques. Alors, concernant la cosmologie à Cambridge, c'est vrai qu'on a des grands noms qui sont venus travailler ici. Le plus ancien, je dirais, c'est Eddington, Arthur Eddington. Arthur Eddington, il a laissé son nom dans la cosmologie moderne puisqu'il a travaillé sur les trous noirs. Il a travaillé en fait en poussant en quelque sorte la théorie d'Einstein dans ses retranchements et il s'est dit, bah voilà, si on courbe complètement l'espace-temps, on devrait trouver des trous noirs. Donc il a travaillé sur ça, sur l'accrétion des trous noirs. Et puis surtout, il a démontré que la théorie d'Einstein était correcte. Il est parti observer une éclipse de soleil, c'était dans les années 1910-1915, je crois. Je crois que c'était en Afrique qu'il est allé. Il y avait deux équipes, une en Afrique et une au Brésil, si ma mémoire est bonne. Et ils ont montré, en observant pendant l'éclipse de soleil l'oscillation des étoiles qui passent derrière le soleil, eh ben, que la théorie d'Einstein était vraie. Quand il est revenu de cette expérience-là, il est parti au siège de la Royal Astronomical Society à Londres et il a dit, bah, voilà ce que j'ai observé. Et c'est à ce moment-là que la théorie d'Einstein a été validée. Donc là, c'est le premier grand nom, entre guillemets, de la cosmologie moderne qui est passé par Cambridge. On en a d'autres. On a Fred Hoyle. Fred Hoyle, c'est celui qui a nommé la théorie du Big Bang. Il n'y croyait pas du tout à cette théorie de naissance et d'évolution de l'univers, hein, qui nous dit que l'univers serait né d'une énorme libération d'énergie il y a 13,8 milliards d'années, puis qu'il aurait grandi. Il n'y croyait pas du tout. Et il a appelé ça, c'était, je crois, lors d'une émission de radio à la BBC, le Big Bang, en voulant se moquer de la théorie. Manque de chance pour lui, la théorie est depuis validée, en tout cas admise par le plus grand nombre, et on l'appelle Big Bang. Bon, mais Fred Hoyle a sa statue juste derrière moi dans le jardin de l'IOR. D'autres grands noms encore, on a Richard Ellis, hein, avec qui j'ai travaillé, qui, lui, a consacré sa vie à la recherche et à l'étude de l'eau cosmique, hein, cette période où les galaxies naissent. Puis dans d'autres domaines que la cosmologie, on a eu
pas mal de prix Nobel, hein, notamment le dernier, Didier Queloz, qui a travaillé qui a détecté, découvert la première exoplanète, c'est la planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Ben voilà, il est à quelques bureaux du mien. Donc voilà, grosso modo, pour présenter Cambridge. Très bien. Alors, en tant que cosmologiste et astrophysicien, comment sont organisés vos différents temps, vos temps de recherche et d'enseignement, vos temps d'observation au sein des grands télescopes et de la confirmation, vos temps de confirmation ou non de tel et tel modèle théorique? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelle est la journée type d'un astrophysicien? Ben justement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Ça n'existe pas. Il n'y a pas deux journées qui se ressemblent. Euh, Si on devait donner la journée type et voir un peu comment on répartit tout ça au cours d'une journée, la seule chose, je dirais, qui est commune à toutes les journées, c'est de regarder les découvertes qui ont été annoncées la veille. C'est ce qu'on appelle lire les publications le matin. Vous regardez s'il y a des découvertes qui ont été faites dans votre domaine et qui pourraient vous intéresser ou vous aider pour avancer dans votre domaine de recherche. Ça, c'est la première chose. On passe très peu de temps dans les observatoires, finalement. Alors, pour ce qui est des observatoires spatiaux, c'est évident. Les observatoires travaillent par eux-mêmes. On envoie depuis les centres de contrôle qui sont généralement aux États-Unis, on envoie les observations à l'observatoire. L'observatoire fait ses observations et nous les renvoie en fin de journée. Donc là, c'est clair qu'on n'y va pas. Et les grands observatoires au sol, on y va 1 à 2 fois par an maximum. Maximum parce que, alors ça, c'était vrai avant le Covid. Depuis le Covid, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le mode visiteur à distance, c'est-à-dire que vous restez chez vous, dans votre bureau, et vous pilotez le télescope depuis votre ordinateur. C'est beaucoup moins sympa parce que vous n'avez pas l'ambiance des grands observatoires, vous n'avez pas toute l'excitation qu'il y a quand le soleil se couche et que les télescopes commencent à s'ouvrir, etc. Mais voilà, donc on va de moins en moins dans les télescopes. Et quant à la confirmation ou non de modèles théoriques, si vous voulez, ça c'est comment dire, c'est l'image qu'ont les gens du chercheur qui, hop, ça y est, il a une observation et il confirme un modèle. Ça, moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. J'ai jamais vu qu'une seule observation détruisait un modèle. C'est pas vrai. Pour détruire ou confirmer un modèle théorique, il faut des dizaines d'observations. Donc, voilà, on passe notre temps, nous, dans mon domaine, la recherche des premières galaxies, à essayer de comprendre comment tout ça s'est fait. Mais pour vraiment voir quel est le modèle qui correspond le mieux, il va nous falloir 10 ou 20 ans, parce qu'il faut vraiment qu'on accumule beaucoup de données sur ces galaxies. On ne peut pas conclure en observant une seule galaxie. Il va falloir qu'on en observe une centaine ou même plus que ça pour pouvoir conclure. Donc, grosso modo, il n'y a pas de journée type. Et je n'ai pas parlé de l'enseignement. L'enseignement, ça dépend des cours que vous avez et des modules que vous avez à assumer. Moi, j'enseigne ici la formation des galaxies. Ça a du sens avec ce que je fais comme recherche. Et c'est un module de 18 heures. Donc, c'est 18 heures de cours face aux élèves. Et puis après, il y a toute la préparation parce que quand vous donnez un cours, il faut écrire le polycopier, il faut préparer les diapos, relire son cours, même si vous le donnez depuis 2, 3 ans, il faut quand même le relire parce que d'une année sur l'autre, vous oubliez, hein, vous êtes comme tout le monde. Donc voilà, ça prend aussi un peu de temps, mais comment dire, il y a des périodes où on est plus pris par l'enseignement que d'autres. Voilà. Très bien. Alors, ces dernières décennies, on a eu de nombreuses communications sur la détection des trous noirs et leur présence au sein des galaxies. Pourquoi sont-ils aussi importants à considérer lorsqu'on étudie les galaxies? Sont-ils d'une certaine manière les gouvernails invisibles de nos galaxies? Alors, en fait, quand il y a un trou noir dans une galaxie, il va avoir un rôle assez néfaste sur l'évolution et la croissance de cette galaxie. C'est-à-dire qu'il va empêcher la galaxie de grossir en masse, pour simplifier. Donc, ce qui nous intéresse, nous, quand on observe des galaxies, alors au début de l'univers, et ça, c'est intéressant comme question parce que c'est vraiment une question qui est d'actualité, notamment au vu des premiers résultats du James Webb. Nous, on pensait que dans les premières galaxies, il y a peu de chances qu'il y ait de trous noirs, parce que pour former un trou noir, il faut du temps, si on en croit les modèles de formation des trous noirs. Or, ce que nous montre le James Webb, c'est que dans quasiment, je mets des guillemets pour l'instant, mais dans quasiment toutes les galaxies détectées par Hubble, donc les galaxies les plus brillantes de l'univers jeune, eh bien dans toutes ces galaxies, il y aurait des trous noirs. Alors ça nous pose un problème parce que quand on trouve un trou noir 400 millions d'années après le Big Bang, ça veut dire qu'en moins de 400 millions d'années, on est capable de former un trou noir très massif, parce que là, on parle de trous noirs qui sont de l'ordre de 1 million de fois la masse du Soleil. Donc, ce n'est pas des petits trous noirs, c'est déjà des trous noirs massifs.
Donc ça, on ne sait pas trop déjà comment il se forme et comment est-ce que quand un trou noir arrive, il va empêcher la galaxie d'évoluer de manière comme on pensait pour les galaxies jeunes. Donc voilà grosso modo ce qui nous intéresse nous dans les trous noirs. Maintenant, est-ce qu'il y en a dans toutes les galaxies? Je dirais que comme on est en train de les trouver au début de l'univers, il n'y a aucune raison et que toutes les galaxies qu'on observe pour l'instant au début de l'univers, pour les galaxies les plus brillantes et pour lesquelles on peut détecter le trou noir, et là où on peut le détecter, on en détecte. Donc c'est assez marrant, mais quelle est leur influence sur l'évolution et la formation surtout des galaxies, ça, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant. Alors, en quoi la formation des galaxies peuvent-elles nous en apprendre sur la dynamique de notre univers? Alors, la formation des galaxies, c'est généralement quelque chose qui se fait au niveau local, c'est-à-dire que la galaxie va se former avec ses étoiles, etc. Sur l'évolution et la dynamique de l'univers, la galaxie en elle-même, la formation d'une galaxie, ce n'est pas ce qui va gouverner l'évolution de l'univers. En revanche, si on regarde comment les galaxies interagissent entre elles, là, c'est nettement plus intéressant parce qu'on va se rendre compte que ces galaxies, alors moi, je vais parler des galaxies qui se forment au début de l'univers parce que c'est là où je maîtrise un peu plus, et ben, on se rend compte que ces galaxies-là, elles sont toutes en train d'interagir, elles sont en train de fusionner. Si bien qu'au début de l'univers, vous formez une galaxie dans un coin, mais finalement, pas très loin d'elle, il y en a une autre qui va se former, et ces deux galaxies vont se rentrer dedans, vont fusionner pour former des galaxies de plus en plus grosses. C'est ce qu'on appelle le modèle hiérarchique. Et donc, tout ça va faire que, au début, on va plutôt avoir des galaxies très, très petites, et plus l'univers va augmenter, plus on va avoir des galaxies grosses, plus grandes, si vous voulez, mais qui vont former beaucoup moins d'étoiles. Plus l'univers avance, moins on va former d'étoiles, en quelque sorte. Pour une galaxie, vous prenez une galaxie au début de l'univers, elle va former, on va dire, entre 10 et 100 fois, 100 soleils par an, alors que notre Voie lactée, elle n'en forme que un, grosso modo, par an. Une étoile comme le soleil par an. Donc voilà, grosso modo, ce que nous apporte la formation globale des galaxies et leur évolution au fil du temps. Très bien. Pouvez-vous nous donner 3 à 4 notions clés indispensables pour tout citoyen qui souhaiterait comprendre au minimum ce qui se passe en cosmologie en ce début du XXIe siècle? Alors, à mon avis, la notion la plus importante pour comprendre la cosmologie et pour comprendre le fait qu'aujourd'hui, en 2023, on est capable de voir ce qui s'est passé il y a 13,4 milliards d'années, c'est la notion de vitesse de la lumière et de comment la lumière se balade dans notre univers. La lumière, elle se balade à 300 000 km par seconde, c'est-à-dire qu'en une seconde, elle va parcourir 300 000 km. Si on veut simplifier, c'est-à-dire que la lumière qui arrive de la Lune, elle va grosso modo mettre une seconde pour arriver sur Terre. Si on fait la même chose avec le Soleil, qui a 150 millions de kilomètres, on va se rendre compte que la lumière émise par le Soleil, elle met 8 minutes pour arriver sur Terre. Autrement dit, si maintenant je mets un grand voile devant le Soleil, je vais arrêter les rayons du Soleil maintenant, je ne le verrai s'éteindre à Cambridge que dans 8 minutes, le temps que les derniers rayons du Soleil émis juste avant que je mette ma bâche noire devant le Soleil arrivent sur Terre. Conclusion, le Soleil, je ne le vois pas tel qu'il est maintenant, mais je le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. Et plus on va s'éloigner, si on va regarder par exemple la planète Saturne, on ne la voit pas telle qu'elle est maintenant, mais on la voit telle qu'elle était il y a 1h20. Si on regarde l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, elle est à 41 000 milliards de kilomètres de nous. C'est 4 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle va mettre 4 ans pour arriver jusqu'à nous. Donc en fait, les machines à remonter le temps, elles existent vraiment. Elles ne ressemblent pas à des voitures, comme essaye de nous le faire croire Hollywood, mais elles ressemblent plutôt à des télescopes. Quand on met l'œil dans un télescope, quand on va dehors et qu'on lève les yeux vers la voûte céleste, et ben en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on remonte le temps. Et on le remonte d'au moins 4 ans, parce que l'étoile la plus proche de nous est à 4 ans. Donc ça, c'est à mon avis une notion intéressante, et de dire que plus on va regarder loin, plus on va remonter le temps. Et c'est pour ça que quand on veut faire de la cosmologie, ou quand on veut essayer de comprendre comment tout ça s'est formé au début de l'univers, eh bien, on va regarder très loin, parce qu'en regardant très loin, on va capter de la lumière qui a été émise il y a très longtemps. Ça, c'est la première notion. Pour les autres, comprendre les grandes questions, la matière noire, par exemple, j'espère que dans ce siècle, on va avoir la réponse, ou en tout cas quelques idées sur ce qu'est cette matière noire. La matière noire, c'est ce qui fait que les galaxies ne tournent pas comme Newton l'avait prévu. Newton, d'ailleurs, qui a fait ses études à Cambridge. Les galaxies,
les étoiles dans les galaxies devraient tourner moins vite quand on s'éloigne du centre. Or, tout le monde tourne à la même vitesse, pour simplifier. Et si tout le monde tourne à la même vitesse, ça veut dire qu'il y a de la masse que l'on ne voit pas. C'est ce qu'on a appelé la matière noire. On a essayé de détecter ça. Je crois que Thomas Pesquet, ou en tout cas les astronautes de l'ESA, quand ils sont dans la station spatiale, ils ont un détecteur qui va essayer d'aller chercher ces particules de matière noire. Pour l'instant, ils ont fait des millions de détections. Ils n'ont pas détecté une seule particule de matière noire. On fait des grands puits et on met des détecteurs bien profonds sous terre pour essayer de détecter cette matière noire, dont on sait qu'elle interagit très peu avec la matière ordinaire, qu'on appelle la matière baryonique. On n'a rien trouvé. Alors, il y a des gens notamment Milgrom en Israël, qui nous dit que peut-être qu'il faut revoir les équations de Newton et que Newton marche bien dans l'univers local, le système solaire, les comètes, etc. Mais que finalement, si on passe à plus grande échelle, il y a ce qu'on appelle un facteur d'échelle qu'il faudrait ajouter, qui nous expliquerait, qui pourrait expliquer la rotation des galaxies. Alors, son idée, elle marche pour les galaxies. Dès que vous passez à encore plus grande échelle avec les amas de galaxies, ça ne marche plus. Donc ça, j'espère qu'on aura la réponse au XXIe siècle de ce qu'est la matière noire. C'est la même chose pour l'énergie noire, mais l'énergie noire, on connaît encore moins de choses. L'énergie noire, elle est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'univers grandit et à un certain moment dans son histoire, hop, il a accéléré, il a grandi plus vite qu'avant et il a accéléré dans son évolution, on va dire. Et on dit que pour expliquer ça, il nous faut de l'énergie qu'on ne voit pas, donc c'est l'énergie noire. Là, pour le coup, on ne sait rien d'autre à part ça. Il y a des gens qui pensent que ça vient de l'énergie du vide. Et c'est très compliqué déjà à comprendre. Et bon, peut-être qu'on aura la réponse au XXIe siècle. Voilà. Dans vos domaines de spécialité, quels sont les défis à court et à moyen terme? Alors, à court terme, ce qui est sûr dans le domaine de la recherche et de l'étude de ces premières galaxies, ça va être de comprendre à quelle époque dans l'histoire de l'univers elles se sont formées, à quel moment elles sont apparues. Idem pour les premières étoiles, ce qu'on appelle les étoiles de première génération, qu'on appelle POP 3. Essayer de savoir quand est-ce qu'elles sont apparues, quand est-ce que l'univers a commencé à s'éclairer. Ça, c'est vraiment le défi à court terme et comprendre les propriétés, parce que ces toutes premières étoiles, ce que nous disent les modèles théoriques, c'est que comme elles se sont formées à partir d'un gaz, on va dire, originel, principalement formé d'hydrogène et d'hélium, elles doivent être très massives, et comme elles sont très massives, elles ont dû avoir une durée de vie très courte. Mais ça, on n'en sait rien parce qu'on ne les a pas encore observées. Donc ça, il va falloir qu'on aille les observer, qu'on aille mesurer leurs propriétés physiques et leurs propriétés chimiques, savoir quels atomes elles ont réellement, combien de temps, quelle était leur durée de vie, etc. Voilà, ça, c'est vraiment le défi à court terme, comprendre comment était tout ça au début de l'univers. À plus long terme, à mon avis, ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on a pu former, comment les trous noirs ont pu se former. Alors, c'est plutôt à plus long terme parce qu'il va falloir aller les repérer, ces trous noirs au tout début de l'univers. Alors, le James Webb est capable de les voir dans les galaxies les plus brillantes. Dans les galaxies les plus faibles, il va avoir un peu de mal. Mais on a d'autres instruments qui vont arriver. Je pense à Athéna, qui est un satellite européen qui va être lancé 2035-2040. Lui, il va être capable d'aller détecter directement ces trous noirs. Et ça va être, à mon avis, quelque chose d'intéressant de savoir comment ces trous noirs se sont formés et comment est-ce qu'ils ont évolué au tout début de l'univers. Ça, c'est plutôt pour les projets à moyen terme. Et puis aussi, la distribution spatiale de ces galaxies. Comment, au début, elles étaient réparties dans l'univers? Est-ce que elles étaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment proches les unes des autres et puis qu'elles ont fusionné, etc. Et donc, on avait des poches de galaxies distribuées comme ça, un peu aléatoirement au début de l'univers. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser. Alors, c'est vraiment à moyen terme, ça, pour le coup, parce qu'il va falloir qu'on attende SKE qui va aller voir les poches, justement, d'hydrogène neutre. C'est l'atome qui a été formé juste après le Big Bang. En fait, quand vous avez une étoile ou une galaxie qui se forme, cet atome, il va passer de l'état neutre à un état ionisé. Et SKE va être capable de voir ces poches, en fait, ce changement d'état de l'atome d'hydrogène. Donc, voilà ce qui nous attend à moyen terme. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et l'astrophysique et le spatial en particulier? Alors, s'ils sont intéressés par les sciences en général, déjà, c'est une bonne chose.
surtout le dire aux jeunes filles, parce que les jeunes filles, elles sont intéressées par les sciences, mais elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire de carrière scientifique. Ça, c'est faux. Quand une fille, alors on le voit, hein, on observe qu'il y a ce désintérêt des jeunes filles pour les carrières scientifiques ou pour les sciences en général, et quand elles y vont, quand elles disent OK, je vais faire une carrière scientifique, elles excellent. Les grandes découvertes qui ont été faites au XXe siècle, beaucoup ont été faites par des femmes. On parlait de la matière noire tout à l'heure. La matière noire, c'est Vera Rubin, une astrophysicienne américaine qui s'est dit, tiens, on ne connaît pas trop ce qui se passe dans les galaxies, je vais regarder comment tournent les galaxies. Qu'est-ce qu'elle a regardé la galaxie d'Andromède et elle s'est rendue compte que ça ne tournait pas exactement comme on s'attendait. Elle a découvert la matière noire. C'est en tout cas à elle que je donne la découverte de la matière noire. Si on parle par exemple de la découverte de l'ADN, là aussi, c'est une femme, de la double hélice de l'ADN, là aussi, c'est une femme qui a fait cette découverte. Si on regarde le dernier recrutement français à l'Agence spatiale européenne, pour les astronautes, c'est une femme, Sophie Adno. Donc, généralement, dire surtout aux jeunes filles de ne pas baisser les bras et de ne pas se désintéresser des sciences. Elles peuvent y arriver et même elles vont y arriver si elles se lancent dans ces carrières scientifiques. Pour l'astrophysique et le spatial en particulier, leur dire aussi que astrophysicien, c'est sympa, c'est un chouette métier, mais il n'y a pas que ce métier-là pour travailler dans le spatial ou dans la recherche. Un astrophysicien, quand il arrive dans un observatoire, si l'instrument ne marche pas, ce n'est pas lui qui va aller le réparer parce que les compétences techniques, en tout cas pour moi, hein, quand j'arrive à un instrument sur un télescope et qu'on me dit l'instrument ne marche pas, ce n'est pas moi qui vais aller le réparer parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement pour réparer l'instrument. Donc il y a des techniciens, il y a des informaticiens, il y a tous ces gens-là qui sont indispensables pour faire fonctionner un observatoire ou un télescope spatial, etc. Donc, si des fois la carrière d'astrophysicien ne marche pas parce que voilà, il y a très peu de thèses qui sont délivrées en France chaque année, il y a très peu de postes aussi, mais il y a d'autres métiers, qui peuvent permettre de découvrir le spatial. Et puis, s'ils sont intéressés par les sciences et l'astronomie en général, de ne jamais baisser les yeux, toujours garder les yeux au ciel et garder cet intérêt pour l'observation des étoiles et pour les découvertes, lire. Voilà, parce que surtout en plus l'astronomie, quand on passe une journée qui est pas top, parce qu'on a on a tous des journées assez compliquées. Quand on regarde les infos, c'est jamais très intéressant ce qu'on entend. Voilà, partir dehors, mettre son télescope ou juste mettre les yeux dehors quand il fait beau, ça peut vous permettre de prendre conscience de la place qu'on a dans l'univers et que finalement, les problèmes qu'on a au quotidien sont pas grand-chose face à l'immensité de cet univers. Alors, pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et surtout, pourquoi? À mon avis, les associations de médiation scientifique, elles sont indispensables. On l'a vu pour deux raisons. La première, c'est parce que les chercheurs, ils peuvent pas, ils sont déjà peu nombreux et ils peuvent pas être tous les soirs ou tout le temps dans les écoles ou à échanger avec le grand public parce que sinon, ils feraient plus de recherche scientifique. Donc, les associations de médiation scientifique, elles doivent impérativement continuer à exister et il faut les soutenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu avec la période Covid, on a eu de plus en plus, et il y a un sondage, je crois, ou une étude qui a été faite par France Télévisions il y a peut-être un an ou un an et demi, qui a démontré qu'après le Covid, plus de 50% des gens donnent autant de crédit aux théories complotistes ou aux autres théories qu'aux théories scientifiques. C'est-à-dire que la science, elle a perdu sa place dans le respect qu'elle avait dans la population. Et les associations scientifiques, elles sont extrêmement importantes pour ça parce qu'elles sont là aussi pour redonner la place à la science dans la société. Elle n'y est plus. À la télé, on n'en voit plus. Moi, quand j'étais gosse, j'avais C'est pas sorcier à la télé, j'avais E égale M6, qui était vraiment l'actualité des sciences. C'est pas sorcier a disparu, E égale M6, c'est plus vraiment l'actualité scientifique. À la radio, il y avait encore quelques temps une émission qui s'appelait La tête au carré, quelque chose comme ça, qui parlait de science. On l'a changé, on fait maintenant autre chose qui s'appelle La Terre au carré, qui est aussi intéressant, mais on réduit petit à petit la place de la science dans la société. Et c'est dommage, parce que quand on a des crises comme la crise du Covid, qu'on a traversé, peut-être que si tout le monde savait comment fonctionne un vaccin, on n'aurait pas dit des choses comme quoi on allait nous mettre une puce pour nous suivre, etc., avec ce genre de vaccin, etc. Donc, à mon avis, les connaissances scientifiques, c'est très important.
La science a de moins en moins de place aussi dans le cursus scolaire des jeunes. Donc, il faut que les associations continuent leur travail. Il faut impérativement que tous ces médiateurs scientifiques, tous ces gens qui sont passionnés par les sciences et qui ont envie de transmettre, le fassent, aillent dans les écoles, parlent avec le grand public. Ça, c'est à mon avis indispensable.